Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Armes de la Science by Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose d'enfin parler du 300WSM, ce calibre qui m'est si particulier. Alors dans une première partie, moi ce que je vous propose, ça va être de plutôt discuter de la partie historique, qui l'a conçu, quand, pourquoi, pour qui. Ça permettra vraiment de recentrer la raison d'être de ce 300WSM. Dans une deuxième partie, on va parler de ses caractéristiques techniques qui font qu'il est si particulier et quelles sont ses singularités. On va ensuite parler de pourquoi c'est mon coup de cœur, pourquoi tout ça a fait tant d'effets chez moi. Et on va terminer par tout simplement une comparaison des performances balistiques du 300WSM tel que je le charge, tel que je l'utilise, contre des calibres beaucoup plus courants et beaucoup plus utilisés, tels que le 308, le 6.5 Creedmoor et le 338, la PUA Magnum. Alors j'espère que vous remarquez globalement l'amélioration de la qualité d'image mais également de son. Je viens d'investir dans du matos quasiment semi-professionnel, la qualité est vraiment extraordinaire, simplement ça a un coût assez important, tout simplement je viens de prendre une claque d'un peu plus de 3000 €. Merci quand même au Black Friday de m'avoir fait économiser parce que sinon ça allait faire beaucoup plus mal que ça. Et donc par conséquent je voulais également remercier les tipeurs qui mois après mois me font des dons sur Tipeee, merci beaucoup à vous. Mais également vous derrière votre écran, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des pubs désormais sur les vidéos. Les vidéos sont monétisées, alors je sais, c'est chiant. C'est lourd, ça casse le rythme des vidéos, mais malgré tout, pour quelqu'un comme moi, un particulier jeune qui vient d'acheter une maison et qui a besoin d'argent pour faire des travaux, eh ben, je suis quand même bien content que YouTube me file un petit coup de main pour investir ce genre de matos qui me sert à faire des contenus de meilleure qualité et donc vous répondre un peu plus à vos questions et vos problématiques. Alors, on a suffisamment discuté de tout ça, moi maintenant ce que je vous propose c'est vraiment de passer au vif du sujet. On va parler de l'histoire du 300WSM. Allez, c'est parti. Alors, commençons par l'aspect historique du 300WSM. Donc le 300WSM c'est un calibre qui est quand même relativement récent dans l'histoire des calibres, puisque c'est un calibre qui a été créé et qui est apparu en 2001. C'est un calibre créé par la firme Winchester, puisque 300WSM veut dire 300 Winchester Short Magnum. Alors ce calibre relativement récent avait un cahier des charges qui était quand même relativement très simple. L'objectif était de dupliquer les performances d'un 300 Winchester Magnum, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, j'en ai un ici, dans un format beaucoup plus compact, permettant du coup de passer dans ce qu'on appelle des actions courtes. Qu'est-ce que c'est qu'une action courte? Une short action. C'est un boîtier de culasse beaucoup plus petit qui permet tout simplement de gagner en compacité, de gagner en vitesse de réarmement. Et tout simplement, ce sont les boîtiers qu'on retrouve généralement sur tout ce qui va être les 308, les 6.5 Creedmoor, etc. Et donc, l'objectif étant de dupliquer les performances, il faut quand même conserver un volume de poudre assez important, parce que le 300 Winchester Magnum a quand même un volume de poudre qui est quand même conséquent. Alors, ce cahier des charges était quand même, il faut l'avouer, beaucoup plus tourné vers les chasseurs américains, où leur usage veut qu'ils ont quand même tendance à marcher beaucoup, transporter pas mal l'arme, et que le moindre gramme, les 100 grammes gagnés par-ci par-là, à la fin de la journée, on le ressent. Alors c'est pour ça que ce calibre a finalement eu un succès plutôt médiocre en France et en Europe. Il faut avouer que les chasseurs européens ont quand même une position qui est beaucoup plus statique, et où la notion de compacité et de légèreté de l'arme n'est pas forcément aussi importante qu'elle ne l'est aux États-Unis. Deuxième élément, la disponibilité de munitions s'est quand même faite au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'en fait il n'y avait au lancement que des munitions Winchester qui étaient disponibles et très peu d'autres marques. On peut compter un petit peu sur du Norma, un peu de Sako, mais bref, c'était quand même assez minime la distribution de ces calibres, et c'est aussi ce qui a empêché beaucoup de chasseurs de passer sur ce calibre. Il faut imaginer que passer d'un 300 Winchester Magnum disponible partout à faible coût, et on est sûr et certain toute sa vie d'avoir ces munitions-là, versus un calibre qui va m'apporter un avantage qui est plutôt médiocre dans mon usage, et qui en plus de ça est faiblement distribué, et je risque dans 5-10 ans de ne plus trouver les munitions, tout le monde ne prenait pas le risque. Et c'est ça qui a vraiment plutôt bloqué le lancement du 300WSM. Alors pourquoi il y avait si peu de munitions disponibles dans le commerce? Tout simplement à cause de la politique commerciale de Winchester, qui a été la suivante. Écoutez les gars, j'ai créé ce calibre, vous voulez faire des munitions dans ce calibre? Ok, il faut me payer des royalties, sinon vous ne le ferez pas. Et donc il y a eu un certain boycott qui a été fait des autres marques qui ont tout simplement boycotté les WSM, et finalement c'est ce qui a eu raison de la popularité de ce calibre et pourquoi il est relativement faiblement distribué dans le monde. Il aurait pu avoir un impact bien plus important, mais malheureusement il faut croire que la politique commerciale de Winchester les a un petit peu desservis sur cette fois-ci.
Alors voilà, grosso modo la partie historique. J'aimerais quand même rajouter que le 300 WSM n'est pas arrivé seul, il est arrivé avec d'autres variantes au niveau des projectiles. On a eu du 270 WSM, du 7 mm WSM, du 300 WSM et du 325 WSM. Alors les trois derniers ont été relativement peu, si ce n'est pas de succès. Par contre, le 270 WSM a quand même eu un succès plutôt important. Ça offre vraiment une trajectoire très plane, des vitesses très importantes, et ça a vraiment eu une valeur ajoutée pour pas mal de chasseurs qui se sont penchés vers ce calibre, là où le 300 WSM, lui, avait tout simplement les mêmes perfs qu'un 300 Winchester Magnum, où les gens ont été beaucoup moins séduits. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer comment ils ont réussi à conserver ces performances dans ce format beaucoup plus petit, et qu'est-ce qui fait la singularité de ce calibre, et qui en même temps a un super avantage, vous le verrez. On est parti. Alors on va partir d'un constat très simple. Pour propulser un projectile, il va falloir une certaine quantité de poudre derrière pour pouvoir lui faire atteindre les vitesses qu'on souhaite atteindre. Bon, partant de ce constat, le 300 Winchester Magnum a un étui qui est très long, avec quand même ce qu'on appelle un body taper, donc du coup la conicité de l'étui qui est quand même assez importante, ce qui nous fait un volume d'étui utilisable d'environ 93 grains de H2O. Ça se mesure comme ça, je vous expliquerai d'ailleurs dans une vidéo un jour pourquoi on le mesure comme ça. D'un autre côté, pour faire le 300 WSM qui devait dupliquer les performances du 300 Winchester Magnum, vu qu'on avait la contrainte de passer dans une action courte, on ne pouvait pas s'amuser sur la longueur. La longueur était bridée. Et donc, l'objectif, et le seul endroit sur lequel on pouvait travailler, c'était le diamètre de l'étui. Et c'est pour ça que le diamètre de l'étui d'un 300 WSM est quand même vachement plus important qu'un étui en 300 Winchester Magnum. Pour faire simple, on est de l'ordre de 2 mm d'écart au diamètre entre ces deux calibres, pour faire très simple. Et on a une particularité qui est assez sympathique et qu'on retrouve sur assez peu de calibres, c'est qu'en fait le culot est plus petit que la base de l'étui. En fait, le culot ici a un diamètre de 13,5 quand la base de l'étui a un diamètre de 14 mm. Ce qui fait qu'en fait le culot est plus petit que le reste de l'étui. Et c'est là, c'est assez marrant, c'est pour vous dire à tel point on a voulu mettre une grosse quantité de poudre tout en conservant des armes conventionnelles, parce qu'il faut avouer que dans le monde des armes, il y a grosso modo 4 grandes familles de têtes de culasse. On a les culasses pour les 222 et les 223, pour les 308, pour les calibres Magnum et pour les calibres Lapua. Simplement, les calibres Lapua, c'est souvent des armes très lourdes, des boîtiers très gros, et par conséquent, pour un usage chasse où est-ce qu'on veut avoir un boîtier miniature qui finalement a pour objectif de gagner de la masse, on sent déjà qu'on ne peut pas se tourner là-dessus. Le culot 222, on oublie, c'est trop petit, 308 c'est trop petit, il restait que le culot Magnum. Donc ils sont partis du culot Magnum, et simplement ils ont vraiment bodybuildé le diamètre de l'étui pour en avoir le maximum de capacité possible. Alors là où je trouve ça super intéressant, c'est qu'en fait ces deux munitions, dont les volumes utilisables varient de l'ordre de un peu plus de 10% en faveur du 300 Winchester Magnum, obtiennent à peu de choses à dire les mêmes vitesses avec les mêmes longueurs de canon et les mêmes poids de projectile. Ça veut bien dire une chose, c'est que ce design est quand même bien plus performant, obtient de meilleurs rendements de la combustion de la poudre. Et c'est là où je veux en venir pour la partie suivante, c'est que ce design est bien plus optimisé d'un point de vue utilisation de la poudre que celui-ci. Pour faire simple, même charge de poudre dans les deux, vous allez sortir bien plus rapidement et avoir une meilleure combustion dans le 300 WSM que le 300 Winchester Magnum. Et s'il y a bien un élément qui m'a plu sur ce 300 WSM, c'est la facilité de mise au point des chargements, et c'est là où je veux vous amener pour vous expliquer pourquoi ce calibre est un calibre que j'affectionne particulièrement. Alors du coup, pourquoi j'aime autant ce calibre ? Moi, pour faire simple, toutes les charges que j'ai essayées jusqu'à aujourd'hui m'ont toujours donné des résultats super performants sans me casser la tête. Le moindre rechargement, quelle que soit la recette, me donnait toujours des écarts types très inférieurs à 3 mètres par seconde, d'un point de vue vitesse, et des groupements souvent, quasiment tout le temps, inférieurs à la demi-minute. Autant dire que en fait, mes développements de charge étaient simplement plutôt un escalier pour monter en vitesse jusqu'au moment où est-ce que j'ai une vitesse qui est très bonne, et que en fait, les groupements, je m'en foutais un peu, puisque finalement, tous les groupements étaient très bons et très exploitables. Et c'est l'un des seuls et uniques calibres, avec le 6.5.47, où j'ai eu ce genre de phénomène, où toutes les charges étaient parfaitement utilisables. C'est clairement pas le cas sur le 308, ni sur le 222, ni sur le 338. C'est là où on voit bien que le design d'un étui court et trapu
a quand même ses avantages sur la flexibilité du chargement, où est-ce qu'on est capable bien plus facilement d'avoir des charges efficaces et performantes. Là où je veux aussi en venir, c'est que vous le remarquerez, c'est que ma munition est très longue à titre personnel. La norme CIP bride la longueur du 300 WSM à 72,64 mm de mémoire, ce qui est en fait la longueur maximale d'une short action. Forcément, ça a été designé pour ça, il faut bien brider la longueur pour que ça passe. Simplement pour des armes de match, où est-ce qu'on va vouloir booster les performances, on est capable de s'affranchir de cette longueur bridée par la norme, et on va pouvoir du coup sortir beaucoup plus le projectile. L'objectif étant du coup de libérer de la capacité interne de l'étui pour mettre plus de poudre et pouvoir charger de manière plus importante. Et l'arme que vous avez là derrière, la RPE en 300 WSM, la prise de rayure est très éloignée, ce qui permet tout simplement de sortir énormément le projectile. Pour faire simple, les projectiles que j'utilise, on a toujours des munitions dont les longueurs hors tout frôlent avec les 85-86 mm, là où la norme nous bride à moins de 73 mm. Donc je suis 13 mm plus long que ce qu'elle m'impose la norme. Et ça, ce que ça veut dire, c'est tout simplement que cette longueur de projectile qui n'est pas dans l'étui et qui me bouffe de la place, je vais pouvoir charger de manière bien plus efficace et de manière bien plus importante. Tellement que, avec mon 300 WSM optimisé, comme ça, je bats, mais alors, et de très loin, les performances d'un 300 Winchester Magnum non optimisé. Là, il n'y a pas photo, on en est très loin. Tellement que, vous verrez après au niveau des performances, bien optimisé, on n'est pas si loin que des performances d'un 338 Lapua Magnum. Et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est que ce calibre, pour moi, c'est un calibre coup de cœur, parce que je trouve que c'est un Magnum qui est facilement facile à mettre au point. Donc vous n'allez pas cramer des centaines de munitions pour trouver une charge utilisable, contrairement à beaucoup d'autres calibres Magnum. C'est un calibre aussi qui est plutôt cool sur les canons, parce qu'il faut avouer que du coup ce design qui fait qu'on a les mêmes performances en brûlant 10 ou 12% de poudre en moins, c'est aussi un facteur favorisant la durée de vie des canons. Moins de chaleur, moins de combustion de poudre va améliorer la durée de vie du canon. C'est génial pour les calibres Magnum, qui quand même le principal défaut des Magnum, c'est de bouffer le canon. Les reculs sont tout à fait modérables, enfin gérables, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, il faut aussi dire que c'est un calibre qui est maintenant reconnu dans le monde du F-Class, surtout dans la catégorie F-Open, où tout simplement il y a deux calibres rois, le 284 Winchester et le 300 WSM. Et si ces personnes qui sont, comme je pourrais l'appeler, les pilotes de F1 du tir, tirent le 300 WSM, il y a bien une raison. Ces mecs cherchent la performance ultime. S'il y avait un calibre qui leur donnerait plus de performance, ils switcheraient dessus. Et en l'occurrence, s'il reste sur le 300 WSM, il y a bien une bonne raison, c'est bien que c'est un calibre performant à longue distance. Alors maintenant, pour vous faire comprendre l'avantage balistique et les performances balistiques du 300 WSM, je vais m'attaquer au tableau qu'il y a là derrière. Alors ce tableau va synthétiser du coup les chutes à 1000-1500 2000 mètres, la dérive sous 5 mètres par seconde de vent à 1000 mètres et les énergies à 1000 mètres. J'ai pris 3 charges plutôt conventionnelles qu'on va retrouver sur les pas de tir français. Bon, il y a un 308 avec un projectile en 168 grains, propulsé aux alentours de 820 mètres par seconde. Oui, je sais, on peut sortir beaucoup plus vite que ça, mais c'est généralement ce qu'on retrouve de manière plus commune. Ensuite, un 6.5 Creedmoor avec des projectiles de 140 grains, poussé aux alentours de 860 mètres par seconde. Mon 300 WSN avec les 225 grains ELD match que je tire à la vitesse que j'utilise, 910 mètres par seconde. Bon, faut avouer qu'en ce moment, je suis plutôt à 900 qu'à 910, mais j'ai le canon qui est en train d'être bouffé et je crois qu'il est temps que je le change, il commence à ralentir. Et le 338 Lapua Magnum avec des 300 grains burger hybride, donc le top du top, je ne l'ai pas ciblé avec de la Lapua Sena, aux alentours de 870 mètres par seconde, qui est une vitesse plutôt conventionnelle pour du 338 Lapua Magnum. Alors à 1000 mètres, déjà, il n'y a pas photo, vous remarquez que le 300 WSM est de loin en tête au niveau des chutes. Normal, c'est de loin le plus rapide, et on a un très bon coefficient balistique sur les 225 grains ELD match, qui ont un coefficient balistique mesuré dans mon canon de 0,377, ce qui est vraiment très très bon. Alors, de loin, c'est bête, mais ces 4 cas-là, c'est 4 cas que j'ai dans mes armoires fortes. Parce que j'ai un 308, j'ai un 6.5 qu'on pourrait approximer à un 6.5 Creedmoor, j'ai le 300 WSM et j'ai un 338. Donc là, en fait, c'est la vraie vie, c'est ce que je connais, ça vient de mon expérience. On a très clairement une chute qui est bien meilleure à 1000 mètres avec le 300 WSM, ça fout une branlée à tout le monde, il n'y a que le 338 qui n'est pas si loin derrière.
À 1500 mètres, alors le 308 est complètement dans les choux, de toute façon il n'est pas du tout fait pour ça. Le 6.5 Creedmoor peut être encore utilisable dans de bonnes conditions climatiques. Et le 300 WSM est au coude à coude avec le 338 la Puma Magnum avec un léger avantage pour le 300 WSM. À 2000 mètres, c'est kiff bourricot sur ces deux-là qui sont complètement décrochés des beaucoup plus petits calibres qui sont de toute façon pas conçus pour ça. Alors oui, on peut aller à ces distances-là, mais ça tient plus de la chance que finalement d'une vraie performance balistique. J'ai envie de dire, vous prenez une mitrailleuse, vous tirez 100 coups à 2 minutes, il y en a bien une qui va finir par rentrer dedans. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment quelque chose où, sur 5 coups, j'en ai au moins 3 ou 4 qui vont dedans. Là, c'est plus une question de chance et de statistique. Là, c'est vraiment que ça le fait. La dérive au vent, qui est finalement le facteur le plus important de tout, parce qu'il faut avouer qu'aujourd'hui, en 2020, les calculateurs balistiques sont très efficaces. On est capable d'avoir la chute du projectile de manière vraiment très bonne. Et finalement, ce qui va nous empêcher de toucher, ça va être très généralement le vent. Donc, moins mon projectile va être soumis au vent et moins important sera l'impact du vent sur mon chargement, et plus grande sera ma probabilité de toucher la cible. À 1000 mètres, sous un vent de 5 mètres par seconde, 4,2 000 pour le 308, 2,8 000 pour le 6.5 Creedmoor, 1,9 000 pour le 300 WSM, 1,8 000 pour le 338 la Puma Magnum. Vous voyez, encore une fois, ils sont tous les deux au coude à coude. Si on parle d'un point de vue énergie, j'aime quand même parler des énergies, parce qu'il faut avouer que quand on tire des gongs à longue distance, et ce qu'on entend c'est l'écho du gong, et on aime bien quand même voir le gong bouger pour être sûr d'avoir l'impact. 600 joules, ça commence à être faible, ça marche, mais ça commence à être borderline. 800 joules, grosso modo, pour le 6.5 Creedmoor, c'est correct. 2100 joules pour le 300 WSM, là, je peux vous dire que quand le gong prend un pet, on le voit, on ne peut pas le louper. 2700 joules, c'est pareil, quand il prend un coup de 338, on ne peut pas louper l'impact. Et donc là où je veux en arriver, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, finalement, le 300 WSM bien rechargé est quasiment aussi performant qu'un 338 la Puma Magnum. Il n'y a aucun problème là-dessus, et ça, c'est incontestable. Je vais vous donner d'ailleurs l'exemple de Nico Harris, qui est un tireur sud-africain, qui vient de gagner la compétition King of One Mile en Afrique du Sud avec un 300 WSM. Il était quand même face à des calibres bien plus costauds que ça, et malgré tout, il a gagné. C'est bien la preuve, alors c'est un tireur exceptionnel, mais malgré tout, il a un 300 WSM, ce qui prouve bien que c'est un super bon calibre. Alors, d'un point de vue balistique, performance balistique, c'est aussi bon qu'un 338 la Puma Magnum d'un point de vue vol. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est très similaire. Je tire du 300 WSM et du 338, j'ai envie de vous dire que mes tables de tir sont quasiment identiques entre les deux, il n'y a quasiment aucune différence. Là où le 338 a un avantage sur le 300 WSM, c'est dans le cas où vous loupez. Parce que quand vous loupez avec un 338 la Puma Magnum dans le sol, je peux vous dire que vous voyez souvent le splash. Là où sur un 300 WSM, de temps en temps, le splash est quand même un petit peu plus faible, et il suffit que vous ayez une demi-seconde d'inattention et vous ne le verrez pas. Et il suffit aussi que la lumière ne soit pas très bonne et vous ne le verrez pas. Donc finalement, j'ai envie de dire que le 300 WSM est balistiquement identique, à peu de choses à dire, à un 338 la Puma Magnum. Simplement, il va vraiment dépendre énormément de quelle est la surface au sol derrière les gongs. Si on est capable de bien voir les loupés, quel que soit le calibre, j'ai envie de vous dire, je tirerai toute la journée en 300 WSM. Parce que ça coûte beaucoup moins cher, on bouffe beaucoup moins le canon, il y a beaucoup moins de recul, c'est beaucoup plus précis et c'est beaucoup plus agréable à tirer. Il n'y a pas photo. J'ai une 338 et j'ai un 300, je préfère de loin ma 300 WSM. Par contre, dans le cas de tir dans des conditions difficiles, où c'est difficile de spotter quand on loupe son tir, là, très clairement, je vois une nette différence. Le 338 la Puma Magnum, quand je suis dans le sol, j'ai un impact, j'ai un cratère au sol, et là, je sais où est-ce que j'ai loupé, donc je peux très rapidement faire ma contre-visée, et venir toucher le gong. Là où, de temps en temps, avec le 300 WSM, je suis là, je crois que je l'ai vu là, mais j'ai un doute. C'est vraiment ce qui va marquer la grande différence entre le 300 WSM et le 338. Il ne faut pas se référer aux données de vol du projectile, mais c'est bien l'énergie à l'impact qui va vraiment faire toute la différence en faveur du 338 dans des conditions difficiles. Alors voilà ce qui marque la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous remarquez la différence de qualité visuelle. Alors audio, ça va encore s'améliorer, alors j'ai un nouveau micro, mais je vais aussi également acheter une nouvelle perche, comme ça j'aurai un micro là au-dessus, vous ne la verrez pas, il sera hors champ, parce qu'il faut avouer que je suis dans une pièce qui est relativement petite, 12 mètres carrés, et forcément ça résonne, c'est pour ça que vous entendez un certain écho. L'écho devrait se résoudre à la prochaine vidéo, puisque, croisons les doigts, d'ici là, j'aurai mon trépied pour tenir le micro. Alors voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la si elle vous a plu et que vous voulez la partager à vos amis, vos connaissances, et globalement si vous voulez diffuser le contenu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Allez, ciao!